Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On va poursuivre aujourd'hui notre décryptage de la situation en Israël, notamment avec une spécialiste de la langue, la linguiste Yana Grinshpoon, qui est maître de conférence en sciences du langage à la Sorbonne. Bonjour Yana Grinshpoon. Bonjour Antoine, merci. Vous vous intéressez en particulier à la construction et au fonctionnement des discours médiatiques, aux idéologies que ces discours véhiculent, ainsi qu'aux discours de propagande. Et vous êtes, je l'ajoute, membre du Centre d'études des radicalisations et de leur traitement, donc dans un cadre universitaire à Paris. Avant d'en venir à ces thèmes, à tous ces thèmes linguistiques, on va dire, qui concernent la langue, un mot de ce que vous avez entendu en Israël même, où vous étiez ces derniers jours. De par votre profession, vous êtes particulièrement évidemment attentive à ce qu'on dit, au langage employé qui révèle souvent plus que ce qui est dit. Alors je voudrais qu'on commence par une parole que l'on entend assez peu, par la force des choses aussi, puisque les témoignages sont encore assez peu nombreux. C'est la parole des otages qui ont été libérés lors du dernier cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on entend dans cette parole? Je crois que vous avez eu l'occasion de pouvoir écouter ces paroles d'otages. Oui, merci beaucoup de mentionner ce sujet. Effectivement, en Israël, lorsqu'on regarde les chaînes télévisées, les entretiens avec les otages sont complets. On en entend des échos en France, et ce sont des échos qui fonctionnent d'une manière extrêmement sommaire, c'est-à-dire qu'il y a des extractions du contexte, il y a certaines paroles qu'on entend, alors qu'en Israël, on entend vraiment les témoignages complets. Et j'ai entendu 3 témoignages complets. Le premier, c'était le témoignage de Mi Hachem qui a décidé de parler après une époque de remise en forme, si on peut dire, parce qu'il a été extrêmement traumatisé et je pense qu'il va rester traumatisé comme tous les otages toute sa vie. Et c'est une jeune fille qui a pris la parole la première parmi ceux et celles qui ont été libérés. Euh, c'est un long témoignage où elle parle de sa captivité chez le Hamas et pour ne pas analyser tout ce qu'elle a dit, enfin analyser si on peut dire, parce que c'est extrêmement difficile d'entendre ça, non seulement en tant que professionnel qui travaille avec les témoignages, car on travaille avec les témoignages dans le centre que vous avez mentionné, mais aussi en tant qu'israélienne, car je suis franco-israélienne, qui participe à la douleur de ce peuple et qui entend dans la parole de Mi Hachem les choses absolument innommables. Plusieurs choses qui n'ont pas été commentées en France. Mia raconte qu'il a été blessé et il a été opéré à Gaza. J'attire votre attention qu'il a été opéré par un vétérinaire. C'est une des choses qui marque avant tout. Et ça a un sens, parce que là où il a été opéré, dans un hôpital, il y avait des médecins, il y avait des équipes, il y avait des chirurgiens, il y avait des médecins même qui ont gardé les familles d'otages, c'est-à-dire qu'il y avait des professionnels qui s'occupaient de la santé des gens, des hommes et des femmes. Or, Mia raconte qu'il a été opéré par un vétérinaire. Ça veut dire qu'il a été vraiment considéré comme un animal. On le sait de toutes les paroles et tous les discours du Hamas que les Juifs sont des sous-hommes, en fait. Si on regarde l'histoire de cette organisation, on sait très bien quels sont ses rapports, d'une part avec les frères musulmans et d'autre part avec le nazisme, parce que ce sont des gens quand même qui sont affiliés à la tradition de Hajj Amin al-Husseini, mais ça c'est de l'idéologie. Et donc dans cette idéologie, les juifs ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les femmes, ce sont des choses. Et donc elle a été animalisée et complètement chosifiée. Et le comble de cette erreur, c'est que on a eu les vidéos où elle a été opérée. Ça n'a pas été fait pour montrer à quel point les gens du Hamas sont gentils. Je crois que ça a été vraiment fait et ça a échappé à beaucoup de commentateurs pour montrer que finalement c'est un animal d'échange. Parce que les otages servent aussi à ça. Et donc Mia, elle ne parle pas de ça, elle ne parle pas de sa propre animalisation, mais c'est ce qu'on entend dans ses discours. Il a été enfermé dans une maison des combattants du Hamas. Il a été gardé par quelqu'un 24/24. Elle était dans l'obscurité. Elle n'avait pas le droit de parler. C'était vraiment c'était une bête, en fait. Et elle raconte que la femme de cette personne était présente. Elle venait lui jeter de la nourriture. Les enfants de ce combattant qui était là venaient la regarder comme un animal sauvage et il ouvrait devant elle les paquets de bonbons pour lui donner.
comme si, c'était fait comme si elle devait en prendre, et dès qu'il tendait la main, il reprenait le paquet de bonbons, il partait. Donc, elle était moquée, elle était humiliée, elle était chosifiée, elle était animalisée. Mmh. Et il a eu la force incroyable, incroyable, de sortir de tout cela. Il y a autre chose qui quand même qu'on entend dans la parole de tous les otages. Mia parlait de sa culpabilité de vivre parce qu'il a eu d'autres otages avant d'être libéré et elle pleurait en disant qu'il a la culpabilité qu'il va garder toute sa vie parce elle est sortie et les autres sont restés. Et donc, ça montre cette espèce d'unité incroyable qu'on ressent quand on fait partie du peuple juif, Mmh. Alors, même peut-être quand on n'en fait pas. justement, Alors, oui, parlez-y, pardon. excusez-moi, j'ajoute une chose quand j'étais en Israël, j'ai entendu ça. Un vice-amiral français, un certain Michel Olagaret, a dit que, après avoir écouté Miachem, que le festival Nova, qui s'est tenu à côté de Gaza, était une véritable provocation. Et ça a été choquant jusqu'à Israël où en fait on se moque complètement de ce qu'on dit en France. Ça, je le dis pour rassurer un peu les gens qui souffrent de tous les discours anti-juifs, anti-sionistes et anti-israéliens. Ça ne touche pas vraiment le cœur des Israéliens de tout ce qui se passe ici. En revanche, ces paroles-là montrent que, en France, en tout cas sur les plateaux de télévision, on ne comprend strictement rien de ce qui se passe au sein de la société israélienne et dont ce festival est un signe. C'est une société où les jeunes sont élevés dans l'amour de la vie. C'est très important de le souligner, et de la paix. Tous ces jeunes-là croyaient vraiment à la paix. Ils croyaient qu'il ne peut pas y avoir de guerre. Quand on parle après, on en parlera avec d'autres jeunes qui sont plus vieux que les jeunes du Festival Nova. Ils croyaient que rien de pareil ne pourrait leur arriver. Ça, c'est leur seul crime. Ce n'est pas une provocation. Ce sont des gens qui étaient des véritables pacifistes. Et la chose la plus terrible, c'est que le Festival Nova a été reconstitué dans toute l'horreur qu'on a vue à Tel Aviv, et on peut y voir plein de statues de Bouddha, plein d'appels à la paix. Et ça, cet amiral-là ne le savait pas. Mia faisait partie de cette jeunesse qui était élevée dans la paix, dans la foi que la paix est possible et qu'elle existe. Mmh. Vous voyez, donc ça, c'est la première parole. Voilà. Alors, justement, on va élargir maintenant. Merci beaucoup pour ce premier focus, on va dire, très important. Vous avez vu un grand nombre de personnes dans différents milieux lors de votre séjour, donc récemment. Peut-être un mot de la tonalité générale, toujours au niveau de ce qui est dit, de ce que vous avez entendu, de ce que le 7 octobre a fait finalement changer dans les discours ou a initié dans les discours. Bien sûr, permettez-moi juste d'ajouter une chose, et je crois que c'est important pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne nous aiment pas, en laissant les commentaires comme celui que vous avez présenté lorsque vous avez interviewé Michel Gadwolkovitch. Juste un mot sur d'autres otages que j'ai entendus. Il y en avait plusieurs. Ouais. On n'en parle pas en France du tout. C'était une infirmière, Nili Margalit, et puis une femme qui a été captivée avec sa petite fille, Danielle Aloni. C'est important de connaître leur nom aussi. Nili Margalit est une infirmière qui avait soigné les otages, les vieux, les blessés, les jeunes, les enfants, étant chez le Hamas. Et elle racontait les conditions terribles de leur captivité. Pas de médicaments, pas de nourriture, pas de douche pendant tout ce temps-là, pas de douche, parce que ce sont des choses, ça n'a aucune importance. Et pendant ce temps-là, pendant que Nili Margalit parlait des conditions atroces de ce qui se passait à Gaza, à Wolfson, à l'hôpital Wolfson, le 4 janvier, un terroriste du Hamas a été opéré, il a été arrêté, et comme il était blessé, il a été opéré 2 fois. Il a subi 2 opérations chirurgicales qui ont été menées par le chef du département de cet hôpital. Parmi les infirmières qui s'occupaient de cette personne, il y avait des femmes dont les enfants étaient en captivité et dont les enfants étaient tués. Mais elles ont fait leur travail. Elles ont fait leur travail. Elles ont soigné cette personne. Après, bien évidemment, ils ont écrit une pétition où elles refusaient de le faire. Mais je veux juste mettre en perspective le comportement du vétérinaire qui a opéré Miachem et le comportement des Israéliens qui opèrent les terroristes qui, à mon sens, devaient être tués. Donc ça, c'est juste un ajout à votre première question. Alors, maintenant, en ce qui oui. concerne votre question sur le changement de tonalité, c'est absolument incroyable
parce que la dernière fois quand j'ai été en Israël, c'était au mois d'août, le pays était divisé en deux, et on pouvait même entendre les appels à faire deux pays, un pays pour les religieux et un autre pays pour les laïcs. C'était deux discours, hein, le discours de la gauche, le discours de la droite, et même dans le discours de la droite, on pouvait entendre que bon, il y a quand même un problème avec les ultra-orthodoxes qui ne font pas l'armée, alors que les jeunes font l'armée, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, etc. On ne trouve plus cette division, elle n'existe pas. Il n'y a pas de division entre la gauche et la droite, il y a une unité incroyable, totale et absolue, même si vous pouvez entendre les politiques qui disent oui, la réforme, et ainsi de suite, parce que au milieu de tout ça, il y avait aussi les votes pour amender la réforme, mais on constate l'unité, d'une part, l'unité de la gauche, de la droite, on constate l'esprit de l'entraide entre les gens qui appartenaient à des camps différents. Et je dirais plus, on entend aussi le mea culpa de certaines personnes bien connues de la gauche. Parce qu'il faut bien comprendre que toute la jeunesse qui fêtait le festival Nova, c'était les jeunes qui étaient plutôt de gauche, qui croyaient à la paix, qui croyaient au fait que si on donne des territoires, alors on obtiendra la paix et que tout va bien. Donc vous n'avez plus ça. C'est-à-dire qu'il y a un changement total. Il y a ce qu'on appelle un réveil, itpakrout ou itererut, on dit en hébreu. C'est un véritable réveil des gens de la gauche qui en parlent. Je vous donne un exemple. J'ai entendu il y a plusieurs jours l'entretien avec personnalité importante dans le domaine du high-tech. Et les high-techistes, comme on les appelle, étaient les premiers à manifester contre le gouvernement de Netanyahou, contre les réformes, etc. Et donc, une personne qui s'appelle Ishai Green, qui était, on peut dire, vraiment le représentant de la gauche et un des membres de l'organisation Achim Leneshek, les frères d'armes, les frères et les sœurs d'armes, qui manifestaient contre la réforme d'une part et qui menaçaient le gouvernement de ne pas faire leur service réserviste. Il était là en train de dire que c'était une erreur terrible, qu'il n'a rien compris dans ce qui se passait. Pas seulement lui, mais beaucoup de gens comme lui, c'est un jeune cadre dynamique, comme on dit chez nous. Et donc, il s'excusait devant le peuple hébreu, le peuple juif, de sa cécité. C'était assez incroyable parce qu'il présentait ses excuses en disant que après ce qui s'est passé, il a compris, tenez-vous bien, qu'il était juif. Ça veut dire à quel point les élites de gauche sont occidentalisées, à quel point, comme dit Daniel Sibouni, ils sont dans la normopathie, si je peux dire, et à quel point ils rejetaient en quelque sorte la judéité qui est la leur, qui donne sens à l'existence de cet État. Et donc dire, on a découvert qu'on était juif, c'est absolument extraordinaire parce que ils l'ont découvert après le massacre du 7 octobre. Alors il y a autre chose importante que j'ai entendu de beaucoup de gauche. C'est toujours plus intéressant de parler avec les gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas d'accord avec vous et qui ont des avis absolument contradictoires. Et les gens qui disaient que tout est dans les territoires, que la paix avec les Palestiniens est possible, ne disent plus ça. C'est-à-dire que vous avez l'unanimité dans le discours de tout le monde, que ce soit la gauche ou la droite, mais ce qui est plus intéressant, c'est quand même la prépondérance médiatique, universitaire et culturelle de la gauche qui commence à changer. C'est-à-dire qu'ils ont compris que tous les efforts qui ont été faits depuis l'existence de l'État d'Israël et notamment depuis les accords d'Oslo ont échoué, que toute la foi qu'avait le peuple juif dans la paix, puisque les Israéliens sont occupés de vivre, c'est leur seule, disons, nécessité. En face, ils pensaient que les gens pensent comme eux. Et c'est une grande erreur, je crois, culturelle, stratégique, politique et religieuse. Et ils le découvrent qu'en face, les gens ne pensent pas comme eux. On peut dire que c'est une arrogance occidentale aussi. Penser que tout le monde pense comme nous, parce qu'Israël a quand même un pays, c'est un pays où les valeurs occidentales sont très importantes, à tel point que parfois on oublie pourquoi Israël existe, et que la nature, cet État, c'est la nature juive, majoritairement. Et donc quand on disait ça, enfin je dis on parce que moi je le disais depuis un certain temps, tout en étant moi-même en tant que jeune israélienne de gauche, après avoir voté les accords d'Oslo, croyant à la paix et pleurant en voyant que la paix n'arrive pas, moi j'ai changé, disons, beaucoup plus vite que mes camarades, mes amis de gauche qui aujourd'hui disent mais on était aveugles, on ne comprenait rien, on pensait que c'était une histoire de territoire, alors que c'est pas une histoire de territoire, c'est une histoire de la haine totale
de notre existence. Disons que ils se sont réveillés. C'est pour ça qu'on parle de ce terme réveil en Israël, où ils disent, mais enfin, tout ce que nous avons fait, les accords d'Oslo, les accords de Camp David, vous vous souvenez, les accords de Camp David, quand Barak, à l'époque, donnait tout. Il donnait 98% de Judée-Samarie. Il donnait Jérusalem comme capitale. Mais Arafat n'est pas venu. Vous vous souvenez? Et même là, même après tout ça, les gens ont continué à croire que la paix était possible. Or, aujourd'hui, personne n'y croit. J'insiste sur ça parce que quand on entend ici en France la solution de 2 États, tout le monde rit. Je veux dire, je parle pas de la droite. Je parle des gens de gauche qui disent ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas coexister avec les gens qui nous haïssent. Et les derniers sondages en Palestine sur le territoire de l'autonomie montrent que 95% des Palestiniens soutiennent le massacre qui a été commis par le Hamas. Il reste 5%, on est d'accord. Et donc, avant que je ne parte d'Israël, j'ai lu dans les nouvelles par exemple, l'exemple de la haine qu'on puisse avoir à notre égard, il y avait un officier palestinien, c'est-à-dire un officier de l'autorité palestinienne, qui a dit en Judée-Samarie qu'il ne soutenait pas le Hamas parce qu'il croit que le Hamas nuit les intérêts de la cause palestinienne. Vous savez ce qu'on lui a fait? On lui a tiré dans les jambes pour qu'il ne puisse pas parler et on a montré son portrait partout en disant que si vous dites ça, c'est ce qui vous attend. Et c'était en Judée-Samarie, c'était pas à Gaza, je le précise. Donc, on entend tout cela ici, on n'en parle pas en France et on comprend. Et les gens de gauche aujourd'hui disent mais nous étions aveugles. J'ai entendu ça beaucoup de fois et c'est vraiment l'attitude qui a changé complètement. Yana Grishpun, il y a aussi quand même à droite aussi quelque chose qui doit bouger sans doute dans le discours, puisque les convictions, c'est sous le règne de la droite finalement qu'il y a un discours très sécuritaire, que cette faillite sécuritaire du 7 octobre est arrivée. Donc j'imagine que là aussi peut-être il y a une remise en cause, non pas égale, mais en tout cas parallèle. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, je crois que le peuple, je parle pas des élites, est d'accord il y a un sentiment de critique, de frustration, de vexation, de déception à l'égard du gouvernement actuel. Il ne s'agit pas de Netanyahou, il s'agit du fait qu'on sait qu'il y avait des informations qui circulaient, que le gouvernement savait, le gouvernement, les représentants du gouvernement savaient qu'il se passait quelque chose à la frontière de Gaza, qu'à l'armée on savait qu'il se passait quelque chose et que rien n'a été fait. Et donc effectivement, quand on parle avec des gens qui habitent par exemple en Judée-Samarie, ceux qui ont voté Netanyahou, bien évidemment ceux qui ont toujours voté Netanyahou sont furieux. Ils sont vraiment furieux pour cet échec. Il faut comprendre aussi qu'on entend souvent des généraux qui connaissent bien l'armée dire qu'il y a une sorte de j'utiliserai ce terme, enfin, d'arrogance insouciante à l'égard de l'ennemi. On pensait que le Hamas était apprivoisé. Et quand je dis il faut pas prendre ma parole comme la parole d'évangile, parce que je ne suis pas politicienne, je fais du discours rapporté de ce que j'ai pu entendre pendant mon séjour en Israël. Donc, effectivement, il y a des gens qui regardent Netanyahou comme celui qui est responsable, puisqu'il représente le gouvernement et tout le gouvernement de ce qui s'est passé. C'est très important de le savoir. Mais quand on connaît l'histoire pas seulement du conflit, mais de la manière dont on gère les informations et du fonctionnement de l'armée, ça n'a pas commencé avec Netanyahou. Il y a beaucoup d'anciens militaires, sont les juifs russes comme moi, qui ont fait l'armée en Russie et qui ont fait aussi l'armée, qui ont participé à la guerre du Liban. La deuxième guerre du Liban. Certains ont participé aussi à la première guerre du Liban, donc je connais beaucoup de gens de cette trempe-là, qui est une trempe très différente de la trempe occidentale. Ce sont des gens qui ont connu beaucoup de conditions dures de la vie. Et donc, il y en a qui commencent à parler du fait que ça a commencé avec Ehud Barak, il y a 30 ans, quand c'est avec lui que la deuxième guerre du Liban avait lieu. C'est quand même difficile, quand même, au bout de 15 ans de pouvoir, de dire ce sont ceux d'avant, quand même.
Non, 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 oui, Bon. c'est-à-dire que ce n'est pas une accusation contre, Hum, non, c'est pas Netanyahou, c'est Barak, hum. c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui a commencé à être fait, et c'est pas que la droite et la Oui, oui, gauche, c'est oui, toute c'est une l'histoire. collectivité. Hum, Tout à fait. Donc là, ce qui s'est passé après, Israël, je dirais ça, en Israël, il y avait une croyance que les guerres aujourd'hui vont se faire de manière uniquement technologique et qu'on peut pas avoir une guerre, pas une guerre, un massacre comme on a eu le 7 octobre. C'est-à-dire que personne en Israël, et j'insiste, personne n'y croyait. Peut-être il y avait un général, le général Brick, qui en parlait pendant très longtemps. Et donc on a commencé en fait à, je peux pas dire démilitariser l'armée, mais on a commencé à faire des coupes dans le budget hum, militaire parce qu'on considérait que l'armée ne doit plus être aussi, comment dire, aussi elle ne doit pas contenir autant de personnes pour pour faire la guerre, parce qu'on croyait qu'on n'aurait plus jamais de guerre. hum. Ce n'est pas plus jamais ça dont parlait Michel Gadvolkovitch, c'est autre chose. Et donc, il y a, pendant 30 ans, il s'est passé quelque chose qu'ils appellent en Israël une conception militaire qui s'est avérée fausse. Hum. Et donc, c'est le mot concept dont il parle Ouais. aujourd'hui qu'il faut changer. Donc, ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas Ah oui, Barak, mais c'est une façon c'est de une voir conception, collective, une vision collective. Je voudrais bien sûr. on va parler un peu de ce qui se passe aussi en France, mais je voudrais terminer sur Israël avec cette question. Donc, le logiciel de gauche, on va dire, se modifie. Il y a eu ce réveil dont vous venez de parler. À droite également, certaines convictions sont ébranlées. En tout cas, la manière dont les Israéliens se perçoivent en tant que État qui a maintenant une espèce d'assurance globale tout risque, on va dire. Bon, tout ça s'est effondré. Est-ce que ça va garantir, Yana Grinspun, est-ce que ça va garantir le fait que ces divisions dont vous parliez ne vont pas revenir comme avant et que on ne risque pas de retomber dans cette guerre fratricide qu'on a connue avant? C'est une très bonne question et malheureusement, je ne suis pas prophète, ni Hum, prophétesse d'ailleurs. hum, Euh, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de division. C'est-à-dire que même pour vous donner une idée de ce qui se passe dans la tête des gens qui tenaient les discours tout à fait contraires à ce qu'on entend aujourd'hui, beaucoup de gens de gauche ont reconnu que il y a eu la construction du mythe de la violence des colons. J'utilise le mot colon, il y a un équivalent aussi en hébreu. Et donc, les personnes de gauche disent, mais nous étions aveugles. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres des soldats morts dans le combat, 45% le jour où je partais d'Israël de morts à Gaza, c'était des juifs, des soldats religieux. D'accord? C'était des sionistes religieux. Donc il y a ça. Autre chose, beaucoup disent, oui, nous avons compris que le mot colonie n'est pas adéquat. Et c'est Lapide même, l'ex-premier ministre qui représentait la gauche, il a dit le mot colonie n'est pas approprié. Disons que en tant qu'analyste, je recuse absolument le mot colonie, il n'est pas approprié. Si vous me posez une question, je vous répondrai pourquoi. Mais ça, pendant très longtemps, on l'utilisait et on ne l'utilise plus en disant que Judée-Samarie, ce ne sont pas les colonies, en faisant référence d'une part à l'annexion par la Jordanie et aux accords d'Oslo, mais c'est pas ça dont je parle. Je parle de la violence des colons. C'est un syntagme, un groupe nominal qu'on a construit et qui est faux. Et on entend ça dans le discours des gens de gauche qui disent nous avons participé à la mythographie ou la mythologie de la violence des colons. C'est faux. Ils le reconnaissent aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a vraiment une sorte de reconnaissance mutuelle des gens qui étaient avant le massacre du 7 octobre, qui étaient complètement hum, partagés. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne peux pas dire que, enfin, l'histoire le montre, la lecture des textes bibliques aussi, et l'histoire d'Israël aussi, que le peuple juif n'a jamais été monolithique. C'est-à-dire que il y a eu deux royaumes, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, d'accord. Donc, je pense, si on fait des probabilités que si tout va bien, si la guerre se termine, que tout à fait, ça peut recommencer avec une réserve près. Il y a beaucoup de gens qui ont vu à quel point la division du peuple a desservi les Israéliens, parce que le Hamas, le Hezbollah, le savaient très bien. C'est des gens qui ont très bien, qui connaissent l'hébreu, qui connaissent la société israélienne, qui ont appris l'hébreu et qui ont très bien compris ça. Et donc peut-être qu'ayant ça quelque part dans la tête, peut-être qu'on peut espérer que les divisions seront toujours. Il n'y a pas de hum. là où il y a les juifs, vous savez, il y a des divisions. Deux juifs, trois avis.
C'est quand même, ça a toujours été comme ça. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y aura des divisions. C'est ça le propre de la démocratie, mais peut-être que ça n'ira pas jusqu'à la division du pays en deux camps complètement hostiles. Alors, on a quelques minutes encore pour parler de la France notamment, de ce qu'on entend en France dans des discours souvent de propagande, hein, on va dire. Vous enseignez à la Sorbonne, vous, et donc, je l'ai dit tout à l'heure, Yana Grinchpoon. Finalement, c'est un assez bon champ d'observation pour entendre comment est commenté, analysé ce qui est dit à propos de cette situation en Israël. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis, si je peux faire mon j'accuse, je le ferai à l'égard des universités françaises. Parce que pour moi, la parole anti-juive, anti-israélienne, anti-sioniste, aujourd'hui, personne ne dirait anti-juive. Donc non, il n'y a pas d'antisémite dans notre pays. Il y a l'antisémitisme, mais il n'y a pas d'antisémite. Or, j'insiste que l'idéologie anti-sioniste, appelez-la comme vous voulez, moi je dirais anti-juive, elle a été nourrie au sein des universités françaises. Et ça commence, enfin en tout cas on peut dater ce tournant qui était clairement anti-israélien par 1967, si je peux donner une date. Ça s'est passé après la victoire d'Israël dans la guerre des 6 jours et après le tournant pro-soviétique de la France et de Gaulle, qui finalement a abandonné Israël en disant, comme vous le savez, dans son fameux discours, que c'est un peuple arrogant, qui est sûr de lui-même, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les universités? J'y arrive. Pour vous donner juste un exemple, le 8 octobre, j'insiste, après le massacre terrifiant, nous avons reçu dans nos boîtes mail, certains, le communiqué de AEHESS qui disait qu'Israël commet les crimes de guerre. D'accord? Vous vous rendez compte? Le 8 octobre. Alors, c'est quoi le sigle dont vous parlez là? Est-ce qu'on n'a pas bien compris? C'était envoyé par qui? C'est le communiqué d'un syndicat universitaire de École des hautes études qui appelle à se réunir contre les crimes de guerre d'Israël. J'insiste sur la date, c'était le 8 octobre. Ensuite, nous avons eu aussi droit à une manifestation pro-palestinienne avec les cris Libérez Palestine du fleuve jusqu'à la mer à l'université Toulouse-Mirail. Et ça s'est passé crème, si je peux me permettre. Donc, vous avez aussi à Paris 3, quand j'arrive dans mon université, je vois des affiches qui appellent à des réunions, la solidarité avec la Palestine. La solidarité avec les gens qui ont été massacrés par le Hamas, non. Ça ne peut pas traverser l'esprit d'un universitaire qui a été élevé depuis des années dans l'esprit anti-juif. Ensuite, je peux donner toute une liste. À l'université de Nanterre, il s'est tenu une assemblée générale où on parlait de l'apartheid et de la colonisation. À Poitiers, il y avait des réunions pour expliquer à quel point Israël est un État criminel et voyou. Mais comment vous expliquez que ce soit un terreau aussi fertile, l'université, finalement? Plus que dans le peuple, plus que dans la population, finalement. Bien sûr, bien sûr. Les idéologies dangereuses sont en général produites par les gens intelligents, non pas par les gens du peuple. Donc, il faut le savoir, ça vient du haut. Et donc, vous avez ici une sorte de confluence de plusieurs types de discours. Vous avez les universités françaises sont traditionnellement à gauche. Et comme me disait un des amis diplomates français qui a passé 20 ans en Russie, on disait au sein du KGB que la France est la 16e république soviétique et que au sein de chaque université, en tout cas jusqu'à 1954, il y avait un représentant du KGB, un professeur, un enseignant, qui recueillait les informations. Donc ça compte, parce que toute la tradition universitaire française est nourrie par une souche discursive qui, d'une part, vient du nazisme. Ça, ils ne le savent peut-être pas, c'est inconscient. Parce que quand on parle du complot sioniste, les sionistes sont là pour s'approprier les terres des autres. Donc ça veut dire ils ignorent complètement l'histoire d'Israël, l'histoire de la présence juive ininterrompue sur ces terres, ou bien ils ne l'ignorent pas, mais ils la pervertissent et ils occultent, cachent des étudiants assez ignorants. Vous avez la deuxième souche aussi, c'est la souche soviétique de ces discours qu'on entend aujourd'hui, qui parlent de la colonisation, qui parlent de l'apartheid, qui parlent de l'impérialisme et ainsi de suite. Donc ce sont ces discours-là qu'on entend ici. Ce sont les discours aussi qui sont corrélés au tiers-mondisme qui est extrêmement favorisé dans les universités françaises, surtout à l'ère postcoloniale. Et donc, on arrive à faire une sorte de mélange, de plaquer sur
Israël tout ce qui concerne la colonisation française, d'accord, de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc. Tout ce qui rappelle la guerre du Vietnam, tout ce qui rappelle la colonisation américaine, donc tout ce qui n'est absolument pas lié à l'histoire d'Israël, on le plaque sur cette histoire tout en occultant les couches historiques très importantes. Et donc, ça marche très bien. Donc, on peut faire toute une conférence sur la manière de pervertir et subvertir le sens des mots. Et à cela s'ajoute l'acmé de ce discours universitaire, c'est le pro-palestinisme qui est complètement fantasmatique, mais qui forme une sorte de nouvelle cause prolétarienne. Parce que je sors de l'université et je vois toujours quelqu'un qui représente la lutte ouvrière et qui me tend une affichette avec la proposition de changer le monde. Et comment faut-il changer le monde? Il faut libérer la Palestine de la présence juive. C'est ça le changement du monde. Donc en fait, les gens fantasment sur quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. Je vous donne un exemple très concret pour ne pas rester dans les théories. Il y a quelques années, il y a 5 ans plus exactement, j'enseigne l'histoire de la langue française, et donc je parlais de l'Empire romain, parce il fallait passer par les couches successives qui ont permis aux Français de naître. Pourquoi j'en parle? Parce que j'avais sur l'écran une carte, la carte de l'Empire romain. Et à ce moment-là, donc la porte s'ouvre et il y a plusieurs personnes qui arrivent en disant qu'ils sont les représentants d'un syndicat universitaire et ils demandent la parole. Ouais, ils donnent la parole. Ils appellent les gens à aller manifester pour soutenir le peuple palestinien. Alors, je ne me souviens plus quelle était la période, c'est lié toujours au conflit avec le Hamas. Donc, vous voyez, sans savoir qui est soutenu, les gens dont le seul but d'existence est l'extermination des Juifs, donc les universitaires, les étudiants, appellent mes étudiants qui étaient là en cours d'aller soutenir le peuple palestinien. Moi, j'ai demandé de me montrer la Palestine sur la carte, parce que c'est la carte de l'Empire romain, et on voyait bien la Judée. La Judée était la province romaine. Tout le monde sait, parmi les gens cultivés, que le nom Palestine a été donné en 135, donc nous ne sommes pas encore là. Et donc, je leur demande de me montrer la Palestine, pour que mes étudiants sachent où il faut aller et ce qu'il faut défendre. Donc, ils m'ont montré la Turquie, l'Anatolie de l'époque, ils m'ont montré l'Iran, la Perse de l'époque, tout ce que vous voulez, mais personne n'a su montrer la dite Palestine sur la carte. Alors, je leur ai dit, et je demandais, mais où est-ce qu'elle se trouve, la Palestine? Donc, en fait, l'étudiant qui est venu me voir, il m'a dit, madame, j'ai perdu ma parole. Il n'a jamais eu, mais ça veut dire qu'on en est là. Ces gens-là, ils officient au sein des universités, ils ont la parole et donc ils répandent des informations qui sont complètement fausses et ils font de la propagande. D'accord. Donc ça c'est juste un exemple pour vous donner, mais j'en ai beaucoup d'autres pour vous parler de l'université française. Ouais. Alors vous avez écrit, pour terminer, Yana Grinchmoon, le wokisme est la nouvelle religion monothéiste des établissements supérieurs américains. Vous parliez américain, peut-être ça va venir en France, donc si on vous comprend bien. En quoi c'est une religion monothéiste finalement? Pourquoi ça a ce statut-là, selon vous? Alors, le titre a été donné par le média, d'accord. Donc, les titres sont donnés toujours par les médias. Moi, j'avais écrit dans cet article, j'ai analysé le discours des présidentes américaines et j'ai parlé du progressisme. Donc, si j'avais la possibilité de redonner le titre à mon article, j'aurais parlé du progressisme comme religion contemporaine. Donc, quand on parle du progressisme, moi, qui ai connu l'Union soviétique, ça me rappelle mon adolescence. C'est-à-dire que ce sont les mêmes discours pour la justice, pour les opprimés, pour les dominés, pour les damnés de la terre, pour reprendre l'expression de Fanon aujourd'hui, qu'on entend à l'université. Bon, ça va ensemble avec toutes sortes d'autres théories comme l'inclusivisme, comme l'écologisme absolument maladif, et surtout la cause palestinienne. Pour vous donner un exemple donc de ce progressisme-là, je me souviens qu'à la Sorbonne, il y a quelques années, les étudiants ont bloqué l'université parce qu'ils avaient peur que l'extrême droite française, enfin la droite française, c'était Marine Le Pen, passe au deuxième tour. Donc ils ont bloqué la Sorbonne. On se demande mais quel est le rapport? Pourquoi ne pas bloquer l'Élysée ou par exemple les locaux de l'extrême droite? Ça aurait été plus logique. Et donc quand on interroge les étudiants pourquoi ils le font pour ne pas laisser passer l'extrême droite, pour sauver la planète et pour la cause palestinienne. C'est-à-dire que vous savez, c'est comme une sorte de rengaine où il faut ajouter ce mot-là pour montrer qu'on appartient au camp du bien, au progressisme. Et donc, le progressisme, je parle de la religion parce que ce n'est pas fondé sur l'analyse, ce n'est pas fondé sur la raison, c'est fondé sur la foi
à ce qu'on vous raconte. Et c'était absolument incroyable parce qu'à l'université, nous parlons d'Israël ici. Je vous ai expliqué que dire Israël, dire juif, c'est déjà dire quelque chose de négatif. Dire sionisme, alors que c'est l'idéologie libératrice du peuple juif, ça veut dire comparer ça avec le nazisme. Donc, ce sont des choses qui sont liées à la foi, à la croyance, mais absolument pas à la connaissance, à la raison et à la vérité. Com- Et je dis bien la vérité. Comment vous survivez dans ce milieu, Yana Grinspun, si je puis me permettre cette question? Merci pour la question. Je survis suffisamment bien parce que, comme on disait en Israël, les gens qui ont connu l'Union soviétique et qui ont vécu en Israël ne craignent rien. C'est-à-dire que je survis aussi parce que j'ai un héritage culturel juif, russe, française, etc. Mais surtout quelque chose qui est lié à l'histoire de ma famille, parce que j'avais pas mal de réfusniks dans la famille. J'avais des gens qui étaient en prison parce qu'ils n'appréciaient pas vraiment le régime totalitaire soviétique. Et un jour, j'ai demandé à mes parents comment se fait-il que le communisme se soit installé. Comment se peut-il que après tout le monde savait ce qui se passait dans le goulag. On n'est pas en France dans les années 50, personne ne sait rien de ce qui se passait dans les camps de concentration aux féminines de ne pas savoir. Les soviétiques savaient. Et mes parents m'ont dit, quand j'étais adolescente, c'était encore en Union soviétique, parce que tout le monde avait peur, parce que les gens ne disaient rien. Et vous savez, il y avait beaucoup de monde en Union soviétique. Donc je me suis dit, si on a peur, et si on se tait, dans ce cas-là, on fait advenir le totalitarisme, le mensonge, la propagande et l'horreur. Donc, je veux dire, cette tradition-là je dirais pas la résistance, parce que c'est pas la résistance. Je crois que c'est la décence, tout simplement, qui me fait vivre. Je fais mon travail et je dis ce que je pense. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appliqué cette formule qui vous convient si bien, Yana Grinspun. Dire ce que vous pensez, c'était très éclairant, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas bien, effectivement, à la fois la situation en Israël et dans ce milieu où vous êtes universitaire. Merci beaucoup donc d'avoir accepté de répondre à nos questions. On remercie Daniel Kakoun et tous nos auditeurs, évidemment, pour l'attention qu'ils apportent à nos vidéos. N'hésitez pas à partager, évidemment, cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner et également rejoindre notre groupe WhatsApp. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.